pour cette activité d'hommage. On voudrait faire une petite soirée hommage à Yvon Legrand, personne que j'imagine la plupart de vous la connaissez. Pour la communauté chilienne, Yvon Legrand, surtout la communauté chilienne qui est arrivée à l'exil dans les années 80, Yvon Legrand, c'est un nom qui ressent et que tout le monde se rappelle avec beaucoup de remerciements pour ce qu'il a fait. Moi, personnellement, je connais Yvon Legrand quand, après avoir été arrêté et passé quelques temps dans la police secrète, dans les souterrains de la police secrète chilienne. Et ils me sont amenés à la prison de Valparaiso. Et j'étais encore semi-communiqué quand il m'appelle par le micro à la porte de la prison. Il avait des visites. Et il y a une bonne femme qui apparaît, que je ne connaissais pas, qui parlait avec un accent assez bizarre, l'espagnol. Il se présente que c'est Yvon Legrand, consul de France au Chili. C'est la première personne amicale que je voyais depuis quelques temps. Donc pour moi, c'était très important. Très important. Et après, elle me raconte, elle me dit, écoute, c'est compliqué de faire des choses particulières pour vous, les prisonniers, mais toi, en tant que... Moi, à l'époque, ma compagne, elle était d'origine française, son père il était français. Et elle était enceinte quand je tombais enceinte. Et donc, Yvon m'a dit, écoute, mais on va passer comme information le fait que toi, en tant que futur père des futurs citoyens français, tu as le droit à la protection de la France. C'est pas vrai. Mais c'est comme ça que j'ai eu ça, même avant d'être jugé. Et ça m'a permis, après, quand j'ai été jugé et expulsé, et je suis arrivé ici en France. Après, Yvon Legrand, je l'ai vu plusieurs fois ici, quand elle venait à Paris. Ça, c'est mon rencontre avec Yvon Legrand. Mais il y a beaucoup des autres qui l'ont rencontré, son parcours. Donc, je vous présente Laurent Levenet, qu'il a connu dans un autre pays, dans des autres circonstances, elle va vous raconter. Cécile Ortiz, qu'il a rencontré au Chili pendant les années 80, et Manuel Rios, qui aussi l'a connu, et il a vécu une aventure particulière, et qui aussi, il est en France grâce à Yvon Legrand. Et il y a des autres personnes. Quand on a informé par notre réseau qui ont fait cet hommage à Yvon Legrand et de Chili, il y a quelques petits mots qui nous sont arrivés. Ah, j'ai connu Yvon, merci, 50 personnes, je l'ai connu à Paris, des petites. Et il s'est souvenu d'elle et aussi de la attachée culturelle française, Pierre Duhamel, qu'il a fait beaucoup aussi pour les Chiliens, pour défendre celles qui étaient persécutées à l'époque. Alors, c'est pas seulement le fait qu'il nous a aidés personnellement, individuellement, qu'on fait un hommage à Yvon. C'est aussi parce que, surtout dans un monde aujourd'hui où les principes, ils se disent, mais ils ne se pratiquent pas, surtout au niveau de la diplomatie mondiale, le fait de se rappeler qu'une femme comme Yvon, qu'elle ne cherchait pas à se faire connaître, elle ne cherchait pas la lumière, simplement
Elle disait que les principes sont pour les pratiquer. Et pour elle, la défense des droits humains, défendre celles qui étaient persécutées dans des régimes comme le chilien, par exemple, c'était son devoir en tant que diplomate. Et que c'était ça, sa mission. Ce n'était pas la mission de simplement représenter la France comme ça, non. C'était elle, et c'est pour ça qu'elle allait dans les prisons, il allait dans les quartiers pauvres, il était un peu partout. Et c'est pour ça aussi qu'il a été persécuté par le régime de Pinochet. Et il a été expulsé. Et il a été agressé en sortant de Chili par des groupes de milices fascistes, el HA, l'association chilienne anticommuniste, qui l'ont mis par terre, ils l'ont donné des coups et tout, juste avant de partir. Et dans l'aéroport, donc il a la police. Mais bon, c'est comme la police ici, hein, quand il y a des agressions des secteurs d'extrême droite ou des autres, la police, je regarde ailleurs. Donc, je laisse la parole donc à Laurent, qui commence. Je vais peut-être prendre le micro là, ça sera plus facile parce que sinon il faut s'approcher. Sinon il faut s'approcher beaucoup peut-être. Là comme ça on m'entend? Oui. Ah, pardon, une chose. Et Laurent et Emmanuel, ils ont rédigé un petit brochure sur la vie d'Yvonne Legrand. Et c'était ça, en connaissance, l'apparition de cette brochure, qu'on s'est mis en contact avec eux et nous, on a eu l'idée de faire cet hommage. L'idée, c'est de ça vient de... Bon, bah, je te remercie. Vous m'entendez? Oui. Donc, je te remercie de... Tu devais pas lire une lettre, peut-être après? Non, ouais. D'accord. Donc moi, je vais vous expliquer un peu comment j'ai connu Yvonne et pourquoi on a, avec Manuel et Daniel, sa sœur, qui est ici, pourquoi on a décidé d'écrire ce petit livre hommage, et puis comment ça s'est passé. Donc moi, j'ai connu Yvonne en 88-89, j'étais coopérant au Guatemala donc pendant 16 mois, et je rencontrais pas souvent Yvonne, parce que moi, j'étais pas souvent au consulat. Et un jour, Yvonne me dit je crois que votre femme est espagnole, il faudrait qu'elle vienne chez moi pour donner des cours de soutien à un petit garçon qui s'appelait Misaël et qui venait d'être opéré. Donc je vous raconterai l'histoire tout à l'heure parce qu'il y a quelques photos. Donc du coup, ma femme a été chez Yvonne pendant quelques semaines, elle a donné des cours de soutien à un petit garçon. Donc je vous raconterai l'histoire tout à l'heure. Et c'est comme ça que je l'ai connue un petit peu plus, parce que sinon, moi en tant qu'opérant, elle en tant que consul, on ne se voyait pas, on ne se côtoyait pas. Donc petit à petit, en allant chez elle, je me suis aperçu que Yvonne était quand même quelqu'un de très engagé au niveau des droits de l'homme. Au niveau des droits de l'homme, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Et puis aussi au niveau humanitaire, puisqu'elle avait aidé ce petit garçon. Donc quand j'allais chez elle, on a été chez elle 3-4 fois, et on s'est aperçu qu'il y avait des gens chez elle. Voilà, quand on arrivait, il y avait des ombres qui se cachaient. En fait, la situation des droits de l'homme au Guatemala en 88-89 était aussi très difficile, puisque Yvonne a écrit, un petit peu après qu'elle soit arrivée au Guatemala, elle a écrit la situation des droits de l'homme au Guatemala dans les années 80, donc c'était 88-89, était encore plus féroce qu'au Chili. Dans les années 80, il y a eu plusieurs dictatures au Guatemala, il y a eu à peu près 100 000 morts disparus. Donc Yvonne, comme au Chili, a aidé beaucoup de résistants et d'opposants. Elle en cachait chez elle, elle en a aidé à passer la frontière au Mexique, elle en a aidé à obtenir le visa de réfugié en France, et elle en cachait chez elle, puisque moi je l'ai vu, et des gens qui étaient menacés d'arrestation, de torture et de mort, comme au Chili. Et on s'est aussi aperçu très vite qu'elle avait des contacts avec des sœurs, donc ça c'est le côté humanitaire, qu'elle avait des contacts avec des religieuses françaises, sœur Dominique et sœur Marie-Thérèse, qui travaillait dans un bidonville à Guatemala City. Donc c'était sur une décharge publique qui s'appelait El Basurero, qui veut dire la décharge. Et Yvonne allait souvent rendre visite à ses sœurs là, pour leur apporter son soutien matériel, je pense que pas matériel. Je pense qu'elle leur donnait de l'argent parce qu'elles avaient fait un dispensaire, une école.
Et puis elle leur apportait aussi son soutien moral, on va dire, hein. Vu qu'elle travaillait dans des conditions difficiles, quand elle allait les voir, elle apportait aussi une bonne bouteille de Bordeaux, hein, parce qu'elle considérait que c'était suffisamment difficile comme ça dans le bidonville, il fallait qu'elles aient aussi un petit réconfort. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert que c'était une diplomate atypique, et puis une personnalité assez extraordinaire. Ensuite, ça c'était 88-89, je ne l'ai plus revue pendant 10 ans. Je l'ai revue une fois en 97 quand elle a pris sa retraite à Plumeur. On a été manger chez elle. Et puis après, je l'ai perdue de vue, hein, malheureusement. Et puis en 2023, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour savoir ce qu'elle devenait. Et puis c'est là que j'ai vu l'article de Ouest France dans lequel tu lui rendais hommage. Et qui annonçait, c'était un article qui datait de 2013, parce qu'elle est décédée en 2013. Et dans cet article de Ouest France, tu lui rendais hommage en disant qu'elle t'avait sauvé la vie, qu'elle avait sauvé la vie à des centaines de Chiliens. Donc là, j'ai décidé de contacter Manuel, et qui m'a aussi mis en contact avec Daniel. Et puis on s'est dit, elle est partie dans l'anonymat, elle a fait beaucoup de choses au Chili, au Guatemala, le reste, moi je ne savais pas trop, on l'a appris après qu'elle avait fait beaucoup de choses aussi dans d'autres pays. Et donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour lui rendre hommage. Donc on a pensé à un film, mais c'était trop compliqué, il n'y avait pas de vidéo. Et finalement on a fait ce petit livre, ici. Voilà. Malheureusement, pour écrire ce petit livre, on a eu des soucis on a eu du mal à trouver des documents. Parce que donc Daniel nous a donné tout ce qu'elle a trouvé, hein, mais malheureusement, Yvonne, elle a eu 10 missions de diplomate à travers le monde, et je pense qu'à chaque fois qu'elle changeait de mission, elle devait faire le ménage et jeter beaucoup de choses à la corbeille. Donc on a trouvé peu de photos, quelques photos, vous allez les voir, il y en a pas beaucoup plus. Quelques notes manuscrites qu'elle avait écrites elle-même sur sa carrière, donc il y a 5 pages, elle aurait pu écrire 100 pages, 200 pages, elle avait juste écrit 5 pages, donc c'est très succinct. Quelques articles de presse, on va voir tout à l'heure, qui datent de son expulsion du Chili, parce qu'elle a été expulsée du Chili par Pinochet en 84. Voilà, donc il n'y avait pas grand-chose. Je pense qu'elle ne gardait pas beaucoup de documents, elle a jeté beaucoup de choses à la corbeille, donc elle ne nous a pas facilité la tâche de ce côté-là. Et donc moi, pour parler un petit peu de la personnalité d'Yvonne, j'ai trouvé une lettre qui date de 1963 et que lui a écrit un ami d'Algérie, puisqu'elle a fait la guerre d'Algérie pendant 5 ans. Et il y a un monsieur qui s'appelle Majandi, Alain, Albert, je ne sais pas, j'ai que le prénom A, qui lui a écrit une lettre dans laquelle il la décrit très bien. Il a bien cerné sa personnalité. Donc je vous la mets là, je vais vous la lire parce que c'est comme ça qu'elle était déjà à 28 ans, en 63. Et c'est comme ça que je l'ai connue, c'est comme ça qu'elle a toujours été. Donc il lui écrit ceci: « Chère mademoiselle, pour moi vous êtes une énigme. Vous avez une personnalité qui peut être tour à tour attachante, déconcertante, irritante même. Vous ne passez pas inaperçu. Vous avez marqué votre passage. Votre intransigeance me plaît et m'inquiète à la fois. Elle me plaît car vous avez des principes et surtout le courage de vous y tenir strictement. Elle m'inquiète car on prend des coups quand on veut trop aller à contre-courant, de plus en plus violent au fur et à mesure que l'on s'obstine. Vous êtes l'action, la vie, vous n'avez peur de rien. Vous qui avez de la classe et beaucoup de raideur, il vous faut demeurer fonctionnaire, militaire ou civil. Je garde un excellent souvenir de vous, de votre droiture, de votre délicatesse et de votre gentillesse. » Donc là, je crois que tout est dit sur la personnalité d'Yvonne. Je l'ai connue comme ça, et je pense que tout le monde l'a connue comme ça. Là, quand son ami écrit « Vous avez des principes et surtout le courage de vous y tenir strictement », ça explique pourquoi toute sa vie elle s'est engagée dans des causes humanitaires pour les droits de l'homme. Hein. Donc déjà, oui, ça date de 63, donc si je ne me trompe pas, elle avait 28 ans. Et je ne sais pas si ce monsieur a fini psychologue, mais en tout cas, il a bien cerné la personnalité d'Yvonne. Donc, ces 10 missions de diplomate à travers le monde, jusqu'à Bolivie en 97. Une fois qu'elle est rentrée d'Algérie en 63, elle a été quelques mois à Cherbourg et à Brest, mais elle s'ennuyait. Ce qu'elle voulait, c'était partir à l'étranger, voyager.
pouvoir du pays, comme on dit. Et donc elle a passé des concours pour travailler dans la diplomatie. Et donc ça doit être à Cherbourg, en 63. Et donc, à partir de 63, elle est partie comme vice-consul d'abord en Yougoslavie. Là, c'était en Israël. Bon, j'ai pas de photos de toutes ces cartes de diplomate, hein. Ça c'était au Nicaragua, 90. Là, elle est en Amérique latine, je ne sais pas dans quel pays, si quelqu'un peut... En 90. Ça, je pense que c'est au Nicaragua dans les années 90. En Bolivie, donc elle a fini en Bolivie, c'était pas un cadeau de la nommer en Bolivie pour son dernier poste, parce que La Paz, c'est difficile à vivre au niveau physique, hein. Je ne sais pas à quelle altitude c'est, mais 3000, 4000 mètres. Ah, donc c'est pas facile à vivre pour quelqu'un qui s'apprête à partir en retraite. Ça a été peut-être je ne sais pas si ça a été une punition du ministère, mais en tout cas, ou alors si c'est elle qui a demandé, je ne sais pas. Une fois qu'elle était en retraite, à partir de 96-97, elle a continué à organiser, à monter des projets humanitaires, notamment avec son oncle, qu'on voit ici, Georges. Et notamment, elle a participé activement à la création d'une association à côté de La Paz, à El Alto, une association qui s'appelait Solsticio, je crois que ça existe toujours, et qui vient en aide aux enfants de milieux défavorisés. Je crois que ça existe toujours, mais le nom a peut-être changé. Donc ça, en retraite, elle a continué à être très active au niveau de projets humanitaires. Bon, une des grandes passions d'Yvonne, c'était le parachutisme. Je sais qu'en Algérie, elle était instructrice de parachutisme au sol. À cette époque-là, les femmes ne pouvaient peut-être pas être instructrices dans le ciel, mais instructrice au sol, et elle a pratiqué le parachutisme plusieurs années, jusqu'au Chili. C'est au Chili qu'elle a arrêté en 83 parce qu'elle avait des petits problèmes de santé. Donc elle a des milliers de sauts à son actif. C'était une de ses grandes passions. Et également le judo. Bon, on n'a pas trouvé de photo d'Inès en judoka, mais elle a eu la ceinture noire de judo à Puerto Rico en 1974. Et là, j'ai demandé à un illustrateur breton qui s'appelle Hugo Letellier de nous faire un petit dessin avec un petit peu d'humour. Donc le titre du dessin, c'est, vous aurez reconnu les personnages, c'est si c'était si facile de renverser un dictateur. Donc elle n'a pas renversé Pinochet, mais elle a quand même contribué à lui mettre des bâtons dans les roues, puisqu'elle a empêché des centaines de Chiliens d'être arrêtés, peut-être torturés et assassinés par les sbires de Pinochet. Donc tout à l'heure, je vous racontais qu'elle avait aidé un petit garçon au Guatemala, Misaël, qu'on voit là en fauteuil roulant. Donc Misaël, en fait, c'était un petit garçon d'un village de Chipiacoul, à côté de Guatemala City, assez éloigné de Guatemala City. Et ce petit garçon, là, jusqu'à l'âge de 11 ans, il marchait pas, il marchait à quatre pattes, parce qu'il avait un pied beau, sévère. Donc je ne sais pas comment Yvonne l'a connu, mais en tout cas, elle a fait venir un chirurgien de France, et il a été opéré à Guatemala City. Elle a tout pris en charge, la venue du chirurgien, l'opération, la rééducation. Elle a accueilli le petit Misaël et sa maman, qu'on voit sur la photo, chez elle pendant plusieurs semaines. Elle a fait appel à Maria, donc, qui est mon épouse, pour lui donner des cours de soutien. Et de temps en temps, elle nous prêtait sa voiture pour aller dans le village de Misaël, apporter des cahiers, des livres à toute l'école. Enfin, là, on s'est aperçu qu'au niveau humanitaire, elle avait fait beaucoup de choses. Et comme on n'avait pas de photo d'Yvonne avec le petit Misaël, et ben on a demandé à notre dessinateur, Hugo, de nous faire un joli dessin sur lequel on voit Yvonne avec Misaël. Donc Misaël, à partir de là, il a remarché. Il a remarché. À l'âge de 11 ans, il a marché pour la première fois. Alors ensuite, c'est un petit peu l'histoire de son expulsion du Chili en avril 84 par Pinochet. Donc ça a été, tout a commencé par cet article du Figaro. Hein, on voit en couverture comment la France aide les terroristes en Amérique latine. Donc la France, c'était Yvonne, et Claire Duhamel aussi, l'attachée culturelle. Et à l'intérieur de l'article de 2-3 pages, le Figaro dénonce Yvonne, la passionnariat de la Révolution, pour son aide à des terroristes, des guérilleros castristes étroitement liés à l'international terroriste qui prône l'installation d'une dictature rouge à Santiago. Donc rien que ça.
je reviens un petit peu en arrière, parce que pour que le Figaro puisse écrire cet article, il a fallu qu'il ait la coopération de fonctionnaires français de l'ambassade de France au Chili, hein, qui ont transmis des documents, normalement, qui auraient dû rester secrets, des documents confidentiels, que ne devait connaître que l'ambassadeur Léon Bouvier et la consule. Mais ces documents ont été volés et transmis au Figaro Magazine. Et le Figaro a aussi obtenu la collaboration de la CNI, qui était la police politique, hein, police politique de Pinochet, parce qu'il y a dans cet article-là des informations, notamment sur Manuel, qui n'ont pu être transmises au Figaro que par la police politique de Pinochet. Donc on peut dire que le Figaro, journal de droite, peut-être même plus à l'époque, hein, parce qu'il a obtenu la collaboration quand même de la police politique de Pinochet, ce qui était grave, et qu'Yvonne a dénoncé d'ailleurs. Donc quelques titres de presse, hein, de Libération, là par exemple le 2 avril 84, le Chili demande le rappel d'un diplomate français. Donc Yvonne aurait pu être rappelée par le ministère des Affaires étrangères, qui ne l'a pas rappelée. Donc du coup, Pinochet a profité de cet article du Figaro pour la déclarer persona non grata et pour l'expulser du Chili. Si elle avait été rappelée avant, elle n'aurait pas été expulsée. Donc ça aurait été mieux pour elle. Elle aurait d'ailleurs préféré être rappelée qu'expulsée, je pense. Ça, c'est un extrait de Ouest France du jour de son expulsion. Donc c'est 7 avril 84, chassée par Pinochet. Donc quand elle a été expulsée, quand elle est arrivée à l'aéroport de Santiago, il y avait des gens à la fois qui la soutenaient, il y avait 200 personnes à peu près qui étaient là pour la soutenir, donc c'était des gens qu'elle avait aidés, des associations qu'elle avait aidées, qui l'ont soutenue, mais il y avait aussi des femmes pinochettistes apparemment, surtout des femmes pinochettistes, qui l'ont insultée, qui l'ont même jetée à terre et maltraitée, rouée de coups. Hein. Donc elle a été sous les yeux des policiers qui ne sont pas intervenus apparemment. Donc voilà, à l'aéroport de Santiago, quand elle est partie, il y avait vraiment les deux camps, le soutien et puis des gens qui étaient là pour l'insulter, malheureusement. Un article du Canard enchaîné, le titre, enquête sur un ambassadeur au-dessus de tout soupçon. Bon, l'ambassadeur, c'était Léon Bouvier, et Léon Bouvier n'a pas... Déjà, il refusait d'accueillir des opposants à l'ambassade, comme avait fait Pierre-Henri de Menton en 1973. Il avait accueilli des centaines ou des milliers d'opposants à l'ambassade de France, Pierre-Henri de Menton. Léon Bouvier, lui, n'acceptait pas de recevoir des réfugiés à l'ambassade. Il a signé, bien sûr, des demandes d'asile, mais on peut dire du bout de sa plume, hein, sans grande conviction. Il n'a pas vraiment défendu Yvonne quand elle a été expulsée par Pinochet. Et puis, il n'a jamais été très critique non plus envers Pinochet, Léon Bouvier. La Croix, j'ai appliqué la diplomatie des droits de l'homme. Donc Yvonne pensait que venant de France, du pays des droits de l'homme, elle devait prendre la défense forcément des opposants et des résistants dont les droits n'étaient pas respectés par les dictatures de Pinochet. Donc là, c'est un article de La Croix. Non, c'est pas La Croix, là, c'est Témoignages chrétiens. Donc on voit une photo d'Yvonne. Je n'ai fait que mon devoir de diplomate. Et là, vous voyez, on voit deux affiches. Ici, tu en parlais tout à l'heure, de Hacha, donc ça veut dire Action chilienne anticommuniste, hein, mort au communisme et mort aux communistes. Donc le personnage qui est représenté là, c'est pas les communistes, hein, c'est le mouvement Hacha, qui est représenté par un personnage assez hideux et violent, puisque, je ne sais pas si vous voyez, mais il vient de couper la main d'un communiste à la hache, donc c'est un jeu de mots, Hacha, Hacha, Hacha c'est aussi la hache. Et clairement menaçait de mort les communistes et les gens comme Yvonne même qui défendaient soi-disant des terroristes, qui étaient de ce qu'on appelait des terroristes. Sur la fiche suivante, hors du Chili, les Français marxistes, Yvonne Legrand, Duhamel et les autres. Hacha vous suit à la trace. Donc là c'est vraiment, même on peut dire, une menace personnalisée sur Yvonne, sur la personne d'Yvonne et de Claire Duhamel qui était l'attachée culturelle. Une menace personnalisée, quand on sait que Hacha proposait de tuer les communistes et les gens qui aidaient les communistes, c'est pas étonnant que Yvonne se soit sentie menacée au Chili, et même après,
menacés de mort, hein, puisque il y a les autorités chiliennes ou des gens qui, peut-être je ne sais pas comment on peut les appeler, des escadrons de la mort, ont tué bien sûr des gens au Chili, mais même en dehors du Chili aussi. Hein, aux États-Unis notamment, je ne sais plus comment il s'appelait. Le Tellier, comme mon dessinateur, il s'appelle aussi Le Tellier. Donc là, elle a eu peur, hein, et après, tout le moi, quand je l'ai connue au Guatemala, elle avait aussi cette peur d'être, c'est pour ça qu'elle était très discrète, d'être dénoncée, d'être peut-être même maltraitée, assassinée, pourquoi pas. Hein. Et je crois qu'elle avait même un sentiment un syndrome de paranoïa peut-être à la fin de sa vie. Hein. Et elle avait eu, à partir de là, je pense, le sentiment d'être en danger. Un journal de Marseille, la Marseillaise, le RPR et le Figaro, le magazine de Hersan, flic de Pinochet. Bon, Hersan, c'était le patron du Figaro Magazine. Bon, flic de Pinochet parce que le Figaro, pour avoir les documents qu'il a eus, a forcément collaboré avec la police de Pinochet. Un article d'El Mercurio que tu viens de me transmettre il n'y a pas longtemps. Donc c'est un article qui date du 8 avril, le lendemain de son départ du Chili, expulsé par Pinochet. Donc des incidents lors du départ de la vice-consul. Et là, Yvonne a déclaré, donc juste avant de partir du Chili, elle a déclaré « La solidarité chilienne est immense. Je quitte donc le Chili rempli d'espoir, même si je suis triste. Je n'imaginais pas recevoir tant de soutien et de solidarité. » Puisque quand elle a quitté le Chili, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus la soutenir à l'aéroport. Elle a eu des lettres de remerciement, des cadeaux, enfin, beaucoup de soutien. Pas que, mais aussi beaucoup de soutien. Bon, là, c'est aussi des journaux chiliens, la Segunda, qui date un petit peu avant, 29-30 mars. Donc sur le premier, ici, la presse française dénonce l'aide de son ambassade au MIR, donc le mouvement de la gauche révolutionnaire. Bon, en fait, c'était pas toute la presse française, hein, c'était pas Libération ni l'Humanité, c'était le Figaro Magazine, journal très à droite, peut-être encore plus à l'époque. Voilà. Et là, la police internationale confirme la sortie du mériste, donc Manuel, et de la consul. Donc, apparemment, cet article date de 84, alors que tu étais parti avec Yvonne un an plus tôt. Hein, mais à cette époque-là, la police, enfin les autorités chiliennes ont mis un an donc, à comprendre que tu étais parti avec elle. Oui, voilà. Ils ne l'ont compris qu'en avril 84, à partir de l'article du Figaro. Voilà. Et bien là, c'est les vidéos. Donc, je ne sais pas comment on peut trouver les vidéos, parce que je les avais mises là, mais j'ai eu un problème informatique. Donc, Il était bien. On va les voir, mais si on a le temps. Ça dure combien de temps les 3-4 minutes. les tout? Ouais. Ouais, si c'est les tout. Donc la première vidéo, c'est juste un extrait d'un journal télévisé français. Du journal télévisé français du 7 avril 84, journal de Christine O'Crane pour les moins de 60 ans, qui annonce, non c'est pas celui-là, c'est le dernier là, qui annonce l'arrivée d'Yvonne à Paris. Le général Pinochet a eu raison du... Bon, je vais pas on revient comme ça, c'est bon. Voilà. Le général Pinochet a eu raison du Quai d'Orsay. Le vice-consul de France à Santiago, Madame Legrand, déclarée persona non grata par les autorités chiliennes, est rentrée discrètement à Paris cet après-midi, échappant aux journalistes et aussi aux manifestants de la centrale unique des travailleurs chiliens, venus l'accueillir avec des fleurs. Madame Legrand a été accusée par le régime chilien d'avoir aidé des militants de la gauche révolutionnaire recherchés par les forces de sécurité. Tu peux mettre la deuxième vidéo. Donc la deuxième vidéo, c'est un extrait de droit de réponse. Donc les moins de 60 ans ne connaissent pas non plus. Ça. Ouais, non l'autre. C'est marqué droit, Ouais, droit de l'autre, réponse voilà. là. Donc c'était une émission de débat de Michel Polac, et donc il y a 20 minutes qui sont consacrées à l'affaire Legrand. Donc il y a un débat entre ceux qui critiquent ce qu'a fait Yvonne pour aider soi-disant des terroristes au Chili. Donc c'était un journaliste qui s'appelle André Amourou qui défendait donc le Figaro Magazine et qui dit que
le Figaro a bien fait de critiquer, de dénoncer Yvonne, puisqu'elle a aidé des terroristes. Et d'un autre côté, ce journaliste-là qui s'appelle Noël Copin, de La Croix, et un autre de l'Humanité, qui défendent Yvonne et qui disent qu'Yvonne n'a pas aidé des terroristes, mais elle a aidé des résistants. Hein, et donc que le plus grand terroriste du Chili à cette époque-là, c'était Pinochet. Je suis quand même un peu surpris de votre intervention d'aujourd'hui, comme j'ai d'ailleurs été surpris de votre intervention de la fois précédente. Je veux dire que personnellement, je n'étais pas intervenu pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il m'avait semblé que Maître Jean-Louis Veil avait tout dit en quelques secondes. Et la deuxième raison, et je crois que la réflexion de votre chauffeur de taxi, j'allais dire malheureusement, vous donne raison. La deuxième raison, c'est que, comme vous en feriez dans vos explications, parce que, bien sûr, vous vous sentiez solidaire du Figaro Magazine, mais qu'au fond, vous ne pouviez quand même pas défendre entièrement ce journal, il se trouve que tous nos confrères, si je puis me permettre de le dire vulgairement, vous sont tombés dessus, et c'est ce qui a donné l'impression que vous étiez une victime. Mais aujourd'hui, vous retournez encore, et superbement, astucieusement, la situation, d'ailleurs en la politisant, et vous étonnez de penser que Madame Yvonne Legrand, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours avec une de mes camarades de la Croix, vous étonnez de penser qu'elle a pu être considérée comme insultée, alors que tout le système de défense du Figaro Magazine consiste à dire précisément que, comme l'a dit le Figaro Magazine, Madame Yvonne Legrand aurait aidé des révolutionnaires, aurait aidé des terroristes, aurait aidé même des gens qui auraient commis des actes de droit commun. Mais si vous voulez, alors là, moi je me permettrai de retourner l'accusation que vous portez contre elle ou que vos amis du Figaro Magazine ont portée contre elle. Car aider un terroriste, entre guillemets, au Chili, ça veut dire surtout porter assistance à une personne qui est en danger de torture et en danger de mort. Et ce que Madame Legrand explique de la façon la plus claire, et Maître Jean-Louis Veil l'avait expliqué à notre dernière émission Droit de réponse, c'est que le journaliste du Figaro Magazine n'a pu avoir les renseignements qu'il a eus que par la police chilienne. Et qu'il n'a pu avoir en particulier, permettez-moi s'il vous plaît de continuer de faire confrère, et qu'il n'a pu avoir, c'est Madame Yvonne Legrand qui le dit, il n'a pu avoir le renseignement que vous indiquez, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait exact, sur le fait qu'elle se trouvait dans le même bus que le militant du MIR et votre confrère du Figaro Magazine n'a pu avoir ce renseignement, dit-elle, que par la police chilienne. Elle n'était pas là pour lui faire traverser la frontière, elle était là pour être témoin en cas d'une arrestation. Vous savez que les arrestations au Chili, on sait comment ça commence, mais que l'on ne sait jamais comment cela finit. C'est-à-dire, et en pesant mes mots, je vous dirais que si vous demandez, vous, et si le Figaro Magazine se demande si Madame Yvonne Legrand a été complice de terroristes, je me demande, moi, si l'on ne peut pas se demander si le Figaro Magazine n'a pas été complice du principal terroriste du Chili, qui est quand même le général Pinochet. Écoutez, mon cher, vous permettez. Bon, il y a une dernière vidéo d'1 minute. Donc c'est la dernière. C'est l'intervention de Claude Cabanès de l'Humanité. Ça dure une minute. Nul. Et je suis un peu triste qu'un homme comme Henri Amouroux, qui est courtois et agréable, en soit par ailleurs à défendre l'indéfendable, à justifier une misérable opération à propos d'une des dictatures les plus sinistres du monde. Et je voudrais demander à Amouroux un problème de sémantique. C'est bien connu que tous les systèmes répressifs appellent ceux qui s'opposent à eux des terroristes. Et Amouroux a écrit des livres sur la résistance et sur l'occupation. Et on appelait tout ennemi de l'occupation nazie en Europe un terroriste. Je vous en prie, Amouroux, il faut cesser de jouer avec les mots. Et je trouve triste qu'Amouroux, par le fait qu'il écrive dans le journal de M. Hersan, en soi à défendre ce qui me paraît tout à fait. Je vous interromps parce que vous ne pourrez pas aborder les autres sujets, c'est impossible. Merci Laurent. Bon, merci, je cède ma place. Cécilia. Bonsoir. C'est bien la première fois que je vais parler de ma rencontre avec Yvonne. J'avais 20 ans et je faisais partie de l'association des prisonniers politiques chiliens.
C'était en 82. Et je ne me souviens pas bien des dates, je pense que c'était au mois de mars, ma première rencontre avec elle. En fait, mon compagnon de l'époque, il avait été arrêté avec 5 autres camarades. Donc, un de ses camarades, ce qui était blessé d'ailleurs, et on l'avait déposé à l'ambassade. Et il a été fait partie de ceux que l'ambassadeur n'a pas laissé rester. D'accord? Ça, c'était en septembre 82, pardon. Et donc, lorsque ces groupes, mes camarades ils ont été arrêtés, la maison où j'habitais était, j'ai oublié les mots, excuse-moi. Perquisitionnée, voilà, merci. Et moi, je n'ai pas été arrêtée. C'est le père de mon fils qui a été arrêté, j'avais 20 ans. C'est important de mon âge parce qu'après ça a des incidences avec ma rencontre avec Yvonne. Et quand ils ont été arrêtés, ils sont restés, je pense, on est resté plus de 15 jours sans savoir de leurs nouvelles. Et ils ont eu de la chance, entre guillemets, parce qu'ils ont été arrêtés par la brigade économique et pas par la CNI. C'était la police normale, en fait. Mais quand même, ça avait été porté disparu pendant une quinzaine de jours. Et après, lorsqu'ils ont été passés devant les tribunaux, ils sont allés à la prison publique. Et dans ces 15 jours, il y a eu des articles dans les journaux où moi, j'avais été arrêtée au même moment qu'eux. Donc, la vicarie à l'époque et l'association des familles des prisonniers politiques sont inquiétés parce que moi j'étais bien chez moi, ou pas chez moi mais dans la rue. Il n'y avait aucun antécédent par rapport à moi, mais moi j'ai figuré partout comme quelqu'un qui était emprisonné. Ça, j'ai commencé à aller rendre visite à la prison à mon ex-compagnon. Je commençais à faire partie de l'association des familles des prisonniers politiques et il s'est avéré qu'il fallait absolument que je quitte le Chili parce que personne ne savait pourquoi à chaque fois qu'il y avait un raid, qu'on allait faire des perquisitions dans les populations, parce que c'était l'époque aussi où ils ont commencé les perquisitions dans les quartiers populaires, et s'il y avait une note de presse, quelquefois, mon nom apparaissait. Et on a pris la décision avec des dirigeants du MIR, j'étais militant du MIR, en prison, que je devais quitter le Chili. Ça, je le suis après, je ne le savais pas tout de suite. Il y avait des décisions qui étaient prises à un autre niveau. Moi, on m'a informé après que peut-être il fallait que je quitte le Chili. Et j'ai dû me rendre, ils m'ont demandé de me rendre à l'ambassade à Santiago. Et c'est là ma première rencontre avec Yvonne, qui m'a expliqué, c'est elle qui m'a expliqué, qu'il y a eu des vents par rapport à ma situation, par rapport au fait qu'il y avait un enfant de très bas âge, mon fils il avait un petit peu plus d'un an, et que j'étais mineure. Parce que même si j'étais mère de famille, au Chili à l'époque j'étais mineure. Et mon papa, à moi, d'un autre côté, il était un dirigeant des sociales. Donc, et c'était une situation un petit peu compliquée. Et Yvonne m'a expliqué la situation, elle m'a dit écoute, elle s'est présentée, elle m'a dit il va falloir prendre une décision par rapport à toi parce que il va falloir que tu quittes le Chili, il y a la possibilité, et je pense que j'ai eu vraiment de la chance parce que beaucoup de camarades n'ont pas eu cette chance de rencontrer cette femme. Et aussi il m'a dit, moi-même j'ai fait des démarches avec des autres collègues diplomates de la Suède et de la Belgique. Donc moi j'aurais pu partir en Suède ou en Belgique au lieu de venir en France. Or, les premiers visas qui ont été octroyés, c'était celui de la France. Et après ça, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. On parlait de mon fils.
mais pas beaucoup plus que ça. Ça ne durait pas des heures, ça durait quelques minutes, moins d'une heure à chaque fois. Et c'était quelqu'un, parce qu'il était très prise, il était très engagé, très prise par rapport à ses fonctions, mais très engagé par rapport au fait qu'il passait pas, je pense qu'il ne passait pas une semaine ou un mois qu'il n'allait pas visiter les prisons au Chili. Et je ne dis pas Santiago seulement. Je pense qu'il a été une des chevilles ouvrières par rapport à l'empoisonnement, la cheville ouvrière pour venir en défense des camarades qui avaient été empoisonnés à la carcelle, à la prison publique. Et il ne faut pas oublier qu'elle a bougé et elle a fait appel à Daniel Mitterrand, à Madame Lamouche, qui ont fait appel à l'État et qui ont envoyé tout ce qui était nécessaire pour sauver la vie de Guillermo Rodriguez. Il y a quelqu'un qui est là qui connaît plus que moi sur le thème, mais voilà. Et elle était derrière ça aussi, derrière où il fallait apporter son aide. Yvonne était présente dans les quartiers populaires. Elle allait, je dirais pas mal, mais elle allait beaucoup à la Victoria. Et elle rencontrait beaucoup de gens. Elle ne faisait pas la fine bouche pour accompagner les camarades à faire des démarches. Dans mon cas particulier, bon, je l'ai rencontrée aussi en France, mais elle, c'était une des seules ou des rares diplomates qui s'assurait que les camarades auxquels elle venait en aide, ils partent vraiment du Chili. Et dans mon cas personnel, elle est allée à l'aéroport. Moi, je savais quel jour devait partir, et parce que, voilà les petits points de mon âge, et il y avait un recurso de amparo, comment on dit? Je ne me rappelle plus. Un recours de protection. Voilà, il y avait un recours de protection en ma faveur, mais on n'avait jamais eu de réponse par rapport à ça. Donc, le problème, c'était que si on pouvait m'arrêter à la frontière et en prétextant que moi j'étais mineure, même si j'avais l'autorisation, on avait réussi à avoir l'autorisation de mon père et du père de mon fils pour que tous les deux on puisse quitter le Chili. Et elle s'est assurée que je monte dans l'avion parce qu'il n'y avait pas les couloirs, il fallait descendre au sol. Sur le tarmac, voilà. Et elle n'a pas été sur le tarmac, c'est une autre personne aussi qui était avec elle, de notre organisme, je ne me souviens plus maintenant, qui accompagnait et qui s'assurait qu'on soit un territoire français. Donc lui, il m'a laissé tant que je n'avais pas marché sur les escaliers pour rentrer dans l'avion. Et à ce moment-là, ils sont partis. Moi, j'avais raconté à Claudio que je sais très bien qu'il y a des photos de ça, parce que j'ai une amie qui m'a envoyé des photos, mais je ne les ai pas trouvées. Je sais qu'il y a 2-3 photos, parce que pour elle, c'était un cas assez particulier, parce que pour elle, j'étais un enfant, j'étais mineure, et j'avais un autre enfant à ma charge. Donc moi, je ne peux pas vous dire beaucoup des choses d'elle. Après, je l'ai rencontrée, et je suis arrivée le 28 juin 83, et je l'ai rencontrée après, je pense que c'était en juillet. Elle est venue nous voir au foyer des Pitot, c'est le foyer où on arrivait, en transit, et pour s'assurer qu'on était bien. C'est vrai qu'elle, je ne sais pas pour les autres mouvements et des résistances, des autres militants des autres partis, mais je sais bien que nous, les gens du MIR, on le doit énormément à cette femme. Elle a été courageuse, elle a été généreuse, et elle a gardé des gens chez elle, elle a accompagné des gens au risque de sa vie, et sans rien demander en retour. Donc, je suis triste qu'il n'y ait pas plus de gens ici aujourd'hui, parce que ça fait partie des gens oubliés de notre histoire. Et voilà. Merci Cécilia. Je vous dis que votre soeur, c'est une grande personne, une grande femme. Vraiment. Manuel.
Oui, alors. Et moi, c'est Manuel Rios, militant du MIR aussi, de Santiago. Avant de rentrer en matière, j'aurais voulu faire, situer un peu le contexte de l'époque. C'est-à-dire entre l'année 79 et 83. C'est l'année où j'ai quitté le Chili. Et comment ça se fait que je suis rentré en contact avec Ivan. Et 79, ça marque une nouvelle période dans la lutte contre la dictature. Tout du moins de la part du MIR. C'est le moment où les MIR et la résistance commencent à passer un peu à l'offensive, c'est-à-dire à mener des actions contre l'appareil répressif et aussi au niveau de bidonville de la population pour montrer un peu le schéma contre la dictature. Mais aussi la répression nous a frappé très fort à partir de l'offensive de 79. Et donc, beaucoup de camarades sont tombés, notamment l'année 80, 81. C'est l'année qui est tombée, il me semble, Carlos, qui était ton compagnon aussi, même militant important en cadre de la force centrale. La force centrale du MIR, c'était l'un des appareils militaires du MIR de la résistance. Il y en avait deux. La FC qu'on appelait, plus les milices de la résistance populaire. Et donc, moi, j'en faisais partie des MP et MRP, milices de la résistance. Et donc, à partir des années 79, 80, on commence à mener des opérations un peu plus poussées, plus élaborées. Et des fois, on menait des opérations conjointes entre FP et les milices. Et je voulais juste citer une opération qui était particulièrement difficile à faire. C'était de la part des milices, de la prise de la principale station de radio à Santiago, qui a été menée dans l'année 81. Et le chef à ce moment-là de la milice, c'était la personne qui t'a cité tout à l'heure, Guillermo Rodríguez Morales, qui vient de décéder il y a à peine un an, je crois, au Chili, où il n'a jamais quitté le Chili après qu'il est sorti de prison. Donc ça, c'est toute la période où l'émir commence une offensive sur le plan politique, sur le plan militaire. Mais le contre-coup, c'est que la CNI, comme ça a été dit tout à l'heure, c'était le principal organe de répression de la dictature. C'était une sorte de police politique. Et donc, quand Guillermo Rodríguez, suite à cette offensive répressive, Guillermo Rodríguez tombe en 81. Il a été arrêté. Ensuite, le lendemain, tombe sa compagne, la negra Victoria Arcadia Flores Pérez, qui est morte dans l'affrontement avec la police. Le surlendemain tombe la maison où nous on préparait nos actions de milices, de las milicias, qu'on appelait à l'époque la salle d'opération, parce que c'était là qu'on se réunissait pour justement préparer les opérations en cours. Et à la suite de la chute de Guillermo et une partie de la direction des milicias, je suis resté sans contact. Il y a eu une rupture de communication avec les instances de ma structure. Et donc je me suis retrouvé à chercher des solutions tout seul, en sachant que des conditions de dictature
sous une féroce répression. Le champ d'action pour mener ma recherche des appuis, de l'aide, disons, c'était très compliqué. À l'époque, je vivais avec ma femme, ma compagne, et ma fille de 3-4 ans qui sont là. Je dois dire et je dois remarquer le rôle fondamental qui ont accompli les femmes en général, notamment la dame qui nous prêtait sa maison pour la salle d'opération, pour mener nos préparations des opérations militaires et tout ça. Consciente du danger qu'il encourait, elle n'a jamais fait marche arrière jusqu'au jour de son arrestation par la police. Puis, le rôle qu'a joué ma compagne dans la clandestinité, parce qu'elle aussi, elle a milité au MIR, elle a mené des opérations avec moi, avec d'autres camarades, évidemment. Puis, il y a un moment amer, dur. Il faut savoir que lutter dans la clandestinité, c'est compliqué, hein? C'est dur. Ça ne veut pas dire que c'est un calvaire. Finalement, on s'habitue à travailler, à vivre, à lutter en clandestinité. On a nos repères, nos modes d'action. Finalement, ça fait partie de la vie courante. Mais je ne voulais pas, personnellement, mettre en danger la vie de ma femme ni de ma fille. J'étais dans un moment charnière. Je ne savais pas si je devais continuer la lutte tout seul et me séparer d'elle. Finalement, avec une immense douleur, on a dû se séparer sur ce qu'on a fait. Et chacun est parti de son côté. Je crois que pour elle, ça a été les moments les plus durs. Pour elle, elles ont beaucoup souffert, galéré. Et ça, c'était des choses qu'il faut, je crois, mettre en lumière. Non seulement, parce que souvent on met en lumière les rôles qu'ont joué les combattants, les hommes, les mecs, mais pas très souvent les rôles qu'ont joué les compagnes, les femmes, comme Yvonne, notamment cette femme-là que je n'ai pas citée, Flora, et puis ma compagne et tant d'autres. Hein. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, une personne d'une population, d'une quartier populaire, et collaboratrice de la résistance, m'a dit, il faut qu'il aille voir le curé Gérard à Maipú, une commune à côté de Santiago. Et donc, je suis allé les voir, sans un grand espoir. Il fallait faire la démarche quand même. Je me suis présenté à l'église, une petite chapelle. Il avait été informé quelques jours auparavant que quelqu'un allait les visiter, quelqu'un du MIR. Donc je me plante à l'église. On m'a dit, bon, le curé il va à la messe de midi, soit vous revenez après, soit vous faites la messe. Oui, j'ai participé à la messe et à la fin, on s'est réunis dans la sacristie, nous deux, avec Gérard, le curé. J'ai expliqué ma situation. Ça a duré l'entretien une demi-heure, tout au plus. Et il m'a dit, en gros, vous savez, votre histoire me paraît très compliquée, je ne vous promets rien du tout, mais j'irai quand même aller à l'ambassade française, évidemment, et je vous tiens au courant. Et pour ça, on a réglé un système de communication avec des bonnes sœurs de la congrégation des Ursulines. Je ne sais pas combien il me reste. Et donc là, ça, je réduis, je fais court. Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées, mais bon, finalement, ça a duré à peu près un an. Toutes les démarches de contact, ça a duré, on les passe un an, ça dit 3 ou 4 fois, avec des agents de liaison, notamment les bonnes sœurs. Et à la fin, quelques 2 mois avant mon départ, la bonne sœur m'a dit, la chose avance,
Il me faut des photos pour faire les pièces d'identité, tout ce que préparer ma sortie, clandestine évidemment. Et donc, la veille ou la bonne veille de mon départ, elle arrive avec une enveloppe, elle m'a dit tout y est. Il y a la réservation d'hôtel à Puerto Montt, puis à Bariloche en Argentine, il y a des sous, etc. Et je prends le bus à Santiago, vers Puerto Montt, et ça se passe très bien. Et en moitié de la route, c'était en pleine nuit, et on était en train de papoter dans le bus. Il y a quelqu'un qui passe, une femme, et qui s'arrête avec nous, il s'est mis à parler avec nous. Et je ne savais pas qui c'était, évidemment. Et avant de partir, j'ai oublié, la bonne sœur m'a dit, il y aura quelqu'un de l'ambassade qui va vous accompagner pendant tous les trajets. Je ne savais pas plus que ça. Et donc, j'arrive à Puerto Montt, je loge dans un hôtel à Puerto Montt. Le lendemain, on prend le bus pour aller à Osorno, Bariloche, et c'est là, avant juste de prendre le bus, qui s'approche la dame qu'ils avaient vue dans le bus, et qui m'a dit, ça a été, si, très bien, et vous avez bien dormi, etc. Et là, il m'a dit, vous savez, moi, c'est la personne qui va vous accompagner pendant votre trajet jusqu'à Buenos Aires. D'accord? Il ne m'a pas dit plus que ça. Je ne savais pas que c'était la consul, la vice-consul, je savais que c'était quelqu'un de l'ambassade, c'est tout. Donc on est partis ensemble, on a fait le voyage de Puerto Montt au Osorno. C'est le sud chilien, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Et on a passé à Bariloche, on a passé la nuit à Bariloche, et dans un hôtel, moi j'avais déjà réservé mon hôtel. Et le lendemain, on devait partir à Buenos Aires en avion, seulement qu'il restait une seule place. Donc ils m'a dit, prends la place et tu pars, on se rejoint à Buenos Aires. Et pendant tous les trajets en bus, j'ai eu l'occasion, la chance, je peux dire, de parler d'elle, avec elle. Il m'a raconté sa vie, peut-être pas toute sa vie, mais enfin, il m'a raconté des choses incroyables qu'il avait vécues pendant la guerre, parce que la famille avait connu la guerre, du côté de l'Orient, les bombardements. L'Orient, il a été presque complètement dévasté. Hein. En tant que port, les Allemands, ils n'ont pas fait cadeau, ils ont presque détruit la ville, il y a eu beaucoup de morts, et il se souvenait de ça. Et il m'a dit, à un moment donné, chose que ça m'a beaucoup marqué, il m'a dit, vous savez, ça a marqué ma vie. Voir la ville détruite, tout bombardé, beaucoup de morts. Et si j'ai fait une sorte de promesse, n'est jamais abandonner ceux qui souffrent, surtout de la répression des régimes dictatoriaux et des choses comme ça. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie finalement. Je vois que l'expérience de la guerre en France, il y a des liens dans la vie, des liens qui se créent à partir des expériences qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont semblables, comme la résistance française, la résistance chilienne. Et donc là, finalement, on s'est revu à Buenos Aires, je suis resté un mois à faire les démarches, je suis parti en France, et puis il a retourné à Santiago, et la vie continue. On s'est revu plusieurs fois à Rennes parce qu'il habitait pas loin, de Lorient à Saison-Sévigné, c'est juste à côté. Donc on se voyait, disons, pas régulièrement, mais de temps en temps. On l'avait soit chez nous, soit chez elle. Et il y avait un truc qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et je ne sais pas s'il faut le dire, mais je crois que c'est important de ne pas faire une sorte de sainte de quelqu'un qui était parfaite, c'était une dame formidable, ça il n'y a aucun doute, mais finalement, elle a payé très cher son engagement. Ça a été très dur pour elle. Et nous a dit que quand elle a quitté Santiago à l'aéroport, elle s'est sentie humiliée.
Parce que les fachos, c'était là, l'insulté, l'ont frappé, l'ont mis par terre. Et puis après, le plus dur pour moi, hein, c'est des sortes d'ingratitude du peuple chilien, des autorités, qui n'ont jamais reconnu la valeur et tout ce qu'il a fait au Chili. Et donc, et nous-mêmes, si nous, on a été poussés pour faire cette démarche, c'est grâce à Laurent aussi qui a fait bouger les lignes. On a essayé de faire un documentaire, parce que je crois que c'était la moindre des choses à faire pour eux, pour elle. Et pour que le Chilien même puisse connaître, c'est un personnage de l'histoire finalement. Et qu'elle est restée dans les oubliettes de l'histoire. Je crois que là, cet acte nous permet de la mettre en lumière. Et si c'est possible, Laurent il a d'autres idées, de pouvoir faire vraiment une sorte de bouquin avec des témoignages, pas que le nôtre, si on a d'autres par là, on va essayer de le recueillir pour essayer de le, je sais pas, de l'enrichir. De l'enrichir avec d'autres apports. Voilà. Merci Manuel. Trois témoignages différents, dans des moments différents d'Yvonne, dans des circonstances différentes, nous montrons une petite aperçu de ce qu'était l'énorme personnalité d'Yvonne. Avant de donner la parole au public, si quelqu'un veut parler, faire souvenir, je sais qu'il y a certains qui l'ont connu, ont eu comment ça s'appelle, des nouvelles d'elle par rapport à aller aux populations, par exemple, ou des autres. Mais avant, je disais que l'association, quand on a organisé cette rencontre, on a reçu une lettre de quelqu'un qui a connu Yvonne, et qu'on va vous le lire parce que ça nous paraît important. Et après, on vous donnerait la parole pour commencer un petit dialogue. Il nous reste encore quelques 15 minutes. Attends, je prends juste la montée. Tu prends le temps. Je lis cette lettre envoyée par Juanita Aguilera. Chers et chers camarades, je vous envoie une chaleureuse salutation et je souhaite que la journée d'hommage à Yvonne Legrand soit à la mesure d'une femme exceptionnelle. J'étais à la prison pour femmes de Santiago, le COF, Centre d'orientation féminine, dirigé par les ineffables sœurs du Bon Pasteur, adeptes des châtiments corporels. Là-bas, nous transportions des arbres que nous, les femmes, traînions à différents endroits de la cour de la section de détention qui regroupait près de 100 femmes ou plus, ainsi que nous, un petit groupe de prisonnières politiques. Ces troncs nous servaient ensuite de sièges. Et selon l'humeur du sergent, il nous faisait les déplacer à différents endroits. Et si ce n'était pas les troncs, c'étaient les pierres. Au milieu de ces tâches physiques pénibles, un jour, on m'a appelé à la garde interne. On m'a indiqué une petite pièce où je devais entrer. C'était une femme grande, mince, élégante et simplement vêtue, qui parlait espagnol avec cet accent que j'ai appris à reconnaître des années plus tard. Elle m'a salué, s'est présentée et m'a informé que j'aurais un visa pour me rendre en France en cas d'expulsion. C'était en 1980. Elle arrivait à la prison et nous appelait une par une. Elle était notre récréation, la pause la plus attendue des jours sans visite. Elle symbolisait le repos et le lien avec le monde inconnu de la solidarité internationale. C'est ainsi que j'ai appris que des campagnes étaient menées en dehors du Chili pour notre libération et qu'au mois de décembre, des centaines de lettres de vœux de Noël nous parvenaient. La directrice, une religieuse d'origine colombienne, se plaignait de nous, car elle informait le parquet militaire de tout et devait vérifier notre correspondance, celle qui entrait et celle qui sortait. Elle me remettait des piles d'enveloppes ouvertes, rédigées dans différentes langues et que je ne connaissais pas et que je faisais semblant de lire, comme elle le faisait peut-être aussi. Yvonne était présente en février 1984, lorsque la dictature a décidé de m'expulser du Chili. Mon passeport, mon visa et tous ceux dont le ministère de l'Intérieur avait besoin pour m'expulser du Chili. Je suis arrivée au foyer de Puto, puis à Massy.
J'ai appris à guérir dans la France d'Yvonne Legrand. Grâce à Yvonne, son pays m'a accueilli et j'y ai vécu pendant 7 ans. Je suis revenue en 1991. J'ai appris du peuple auquel appartenait Yvonne à quel point la force de la solidarité internationale est décisive. Hier avec le Chili et de nombreux pays d'Amérique latine, aujourd'hui avec la Palestine ou avec les défenseurs de la nature qui luttent pour préserver la vie de l'humanité sur Terre. L'une d'entre eux est d'ici. Elle s'appelle Julia Chuñil Catricura et elle a disparu il y a 1 an. Sa recherche nous mobilise à l'intérieur et à l'extérieur du Chili. C'est ce que nous avons appris et ce que nous avons. C'est l'héritage d'hommes et de femmes comme Yvonne Legrand pendant la dictature au Chili qui n'ont pas répondu par l'indifférence lorsque la vie d'autrui, d'un inconnu, était en jeu, surtout pendant les années où même la Vicaria a décidé de ne pas défendre les combattants de la résistance pour avoir utilisé les armes, sans comprendre que les prisonniers dits de conscience étaient une discrimination fictive dans le Chili des années 80. Cependant, Yvonne Legrand n'était pas effrayée par le fait que d'autres, comme moi, appartenaient au MIR, ni par notre participation à la résistance. Avec elle, il n'était pas grave de le dire tout haut. Il n'y avait pas de chuchotement, pas de mensonge. Il n'y avait pas non plus de voix basse pour dire qu'il était légitime d'utiliser toutes les formes de lutte pour renverser cette dictature sanglante et criminelle. Cela ne l'effrayait pas non plus. C'est ainsi que tout a été mis en jeu pour la vie des camarades empoisonnés à la prison, qui ont été sauvés grâce à l'envoi immédiat de matériel médical par le gouvernement français. Nous avons été nombreux à bénéficier des fruits de son travail. Nous avons eu le privilège de bénéficier du dévouement d'une femme qui a misé sur notre liberté en utilisant tous les moyens à sa disposition et au-delà de ce que ses fonctions lui permettaient. Merci, chère Yvonne Legrand, pour ton geste inoubliable. Merci, camarades. Merci à l'association des ex-prisonniers de l'avoir ramené au présent et d'avoir redonné un sens à sa mémoire en tant qu'héritage pour la transformation de la réalité actuelle qui nous opprime dans de nombreux endroits du monde. Je vous embrasse tous et toutes avec affection. Juana Aguilera Jaramillo, ancienne prisonnière, ancienne exilée en France, présidente de la commission éthique contre la torture, aujourd'hui membre de l'espace Día a Día pour Julia Chuñil Catricura, disparue. Merci Vélo. Et merci à Juanita de nous avoir envoyé cette lettre si poignante. Et je vous propose, si quelqu'un veut faire un souvenir, rappeler quelque chose sur Yvonne, pour faire une question les personnes qui sont témoignées. Je sais pas si ça marche. 1, 2. On entend? Oui. Merci pour cette rencontre. Ma question s'adresse à la famille. La famille était-elle au courant de tout ce que faisait cette formidable femme pour les autres? Merci. Merci. Alors la question c'est... Non, donc je suis la plus jeune sœur d'Yvonne. Non, nous ne savions absolument pas tout ce qu'elle faisait. On savait un petit peu, parce qu'on la connaissait, mais c'est tout. Mais elle ne nous a jamais parlé de tout ce qu'elle a fait. Jamais. Jamais, jamais. On l'a découvert par hasard. Voilà. Yeah. Bonsoir. À l'époque, j'habitais à Santiago, dans un quartier populaire, Villa Francia. Et Madame Legrand venait assez souvent chez nous, dans la communauté chrétienne Cristo Liberador, où il y avait Maria Labour qui animait cette communauté avec Roberto Bolto.
et puis d'autres religieuses. Et mon souvenir par rapport à Madame Legrand, c'est sa simplicité. Quand elle venait les dimanches soirs, au moment où la communauté se réunissait. Et je m'en souviens que parfois elle apportait des fournitures scolaires, parce qu'on avait un centre animé par des religieuses pour le soutien scolaire. À l'époque, il y avait beaucoup de difficultés par rapport aux enfants qui, de par la situation économique, avaient des très mauvais résultats scolaires. Donc elle était très sensible à des choses comme ça quand elle venait. Et puis elle était au courant aussi de la participation des uns et des autres dans les différents mouvements. Et là, c'était côté chrétien. Elle était très sensible aussi quand il y a eu la création du mouvement contre la torture, Sébastien Acevedo, et où j'étais parmi les laïcs, un membre dans les tout débuts du mouvement. Et puis quand il a fallu que je quitte le Chili, et la rencontre avec elle, ça a été très... je sais pas, c'est un souvenir qui restera toujours avec moi. C'est pour ça que je me dis, et on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier Madame Legrand parce que dans son engagement, dans son humanité, j'ai redécouvert par la suite, tout en vivant en France, le sens de la devise de la France. Et liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'elle a vécu ça, elle a incarné ça chez nous. Et quand elle venait dans la communauté, c'était un bol d'air qui arrivait. C'était sa personnalité, sa fonction, mais c'était cette femme qui incarnait ces choses-là, dans le contact avec nous, qui étions des habitants du quartier simple, mais pour elle, il n'y avait pas de hiérarchie à ce moment-là, puisqu'elle s'asseyait parmi nous et puis elle participait à la messe, animée par Marianne. Et puis je voudrais remercier Madame Legrand de m'avoir permis de quitter le Chili sous sa protection et de m'avoir permis aussi d'être aujourd'hui redevable de la France, puisque la France m'a accueilli. Aujourd'hui, je suis franco-chilien et je me dis que sans des personnes comme elle, c'est très difficile de nous dire. Pour moi, je suis un peu troublé par rapport à ce qui se passe au Chili et par rapport à ce qui se passe aussi chez nous, parce qu'il faudrait que cette France, on puisse la retrouver avec le vent qui s'annonce pour 2027 et au Chili le 14 décembre. Et c'est très dur. J'ai du mal à imaginer ces temps-là parce que on le croyait parti, on le croyait loin, mais ça arrive. Et je remercie la mémoire de Madame Legrand et puis vive la France en son nom. Merci. Il en reste quelques minutes. Je profite de ton intervention pour... parce que le petit livre qu'on a écrit sur Yvonne, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu du mal à trouver des informations parce qu'elle ne gardait pas grand-chose. Et j'ai pas eu beaucoup de témoignages, j'en ai eu quelques-uns quand même. Donc les gens qui l'ont connu, toi je ne connais pas ton nom, c'est Hector, Claudio, tout à l'heure Cécilia. Si vous avez envie de me donner votre témoignage par écrit, en espagnol ou en français, peu importe, avec votre accord, on serait heureux de pouvoir l'intégrer dans peut-être une prochaine édition du livre enrichi, parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des témoignages, et là on en a 3 qui seraient très intéressants pour la mémoire d'Yvonne. Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. J'ai eu l'opportunité de connaître Yvonne parce que c'est elle qui nous a aidé à sortir du Chili. Et en fait, pour moi, c'était celle qui nous a sauvés.
Hein, et c'est elle qui nous a permis de pouvoir continuer à exister. Et surtout, quand je la voyais ici en France, c'était comme ma grande sœur qui nous vivait. Et elle disait tout le temps, il faut se préparer, il faut avancer, il faut laisser la lutte. Parce que vous avez déjà compris un devoir, vous avez fait quelque chose. Donc maintenant, c'est à vous, hein, c'est à vous de s'y occuper vous-même, de former une famille, de faire avancer, de faire connaître votre histoire. Et c'était surtout ça qu'elle préconisait tout le temps. Il faut étudier, il faut avancer, il faut se former. On ne peut pas se laisser aller. Il faut pas hein, oublier les choses que vous avez vécues et que les autres sont en train de vivre. Pensez maintenant à l'avenir. Et voilà, nous on est là, on a 3 enfants, ils sont bien, donc c'est grâce à elle. C'est surtout, elle me disait, protège ta fille, tout le temps, protège ta fille. Ta fille, c'est votre avenir. Voilà, c'est tout. Merci. S'il n'y a pas une autre intervention, quelqu'un, les livres, je ne sais pas si tu proposes les livres oui, à la vente. Oui, j'ai quelques livres. Il reste quelques bouchons. On le vend au prix de revient, on fait. C'est le problème. La question, c'est pas de faire. Donc on le vend au prix de revient de 11 €. Ah, il y en a là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'un jour il y aura une autre version enrichie avec plus de témoignages. Peut-être aussi la lettre que. Comment elle s'appelle, ta collègue a lu. Oui, mais que la personne a lu. Elena, quoi. Elena, oui. La lettre que Elena a lue, la lettre de Juanita est très intéressante et ça serait bien aussi, il faudra avoir son accord, Juanita, pour l'intégrer dans une prochaine édition du livre peut-être, parce que c'était très intéressant et on manque de témoignages, donc on en a 3-4 en plus, ça serait super. Une question traverse l'esprit. Au niveau des ambassades où elle est passée, il n'y a pas une possibilité d'avoir un tracé de ce qu'elle a pu éventuellement faire? Le souci, c'est que... des bribes. Ouais, le souci, c'est que ça commence à dater, puisqu'elle a arrêté de travailler. Sa dernière affectation, ça a été en Bolivie en 96. Ça remonte à 30 ans. Les ambassadeurs sont plus les mêmes, les personnels dans les ambassades sont plus les mêmes. Et puis même dans les ambassades, ils savaient pas ce qu'il... Enfin, ils savaient pas... Il n'y a pas eu de trace de ce qu'elle a fait. C'était en toute discrétion, donc... il n'y a pas de trace écrite et de témoignages. Les gens sont tous à la retraite, je pense, dans beaucoup d'ambassades. C'est pour ça que ça a été aussi difficile de trouver des informations, parce que ça commence à dater un peu. Il y a des gens qui sont plus là, ou qui ont des... Moi, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de lettres, un peu partout, pour avoir des informations, mais peu ont répondu, parce qu'il aurait fallu le faire avant, mais de son vivant, Yvonne n'aurait pas voulu qu'on lui fasse ce genre d'hommage. Donc, bon, elle est partie en 2013, on aurait pu le faire en 2014, mais on s'y est pris un peu tard, mais bon, c'est comme ça. Merci. Hay una pregunta. ¿Hay algo sobre ella en el Museo de la Memoria en Chile? C'est une question? Ah, je sais pas. Je ne crois pas. Je sais pas, je crois pas. No. On est allé visiter les musées. Todo esto que están haciendo tendría que ser enviado al Museo de la Memoria en Chile. Vous pouvez envoyer la brochure au musée. Ah oui, oui. Je lui ai renvoyé une petite vidéo, je sais pas, Parce que de mémoire, je ne suis pas sûr, mais quand je suis allé 2 fois visiter le musée de la mémoire, il n'y a rien. Donc, si on ne bouge pas, personne ne va les faire rejeter non plus. Mais je pourrais leur envoyer on pourrait leur envoyer Oui, un exemplaire. c'est ce qu'il faudrait faire. Ah, mais c'est en français. C'est en français. Oui, oui, mais c'est bien. C'est bien. Bello.
Je prends le micro. Oui, je l'ai éteint, il est là. Non, moi, allô? Non, il faut l'appuyer. Je voudrais juste dire, bon, je fais partie de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens en France en tant que membre de la 2e génération. Donc, je n'ai pas connu cette époque, je n'ai pas connu Yvonne, et ce n'est pas à travers elle que mes parents ont pu fuir le Chili. Mais en tant que membre de ma génération, je mesure l'ampleur de ce type de geste venant d'elle et d'autres personnes qui ont contribué non seulement à la survie de nos parents, mais aussi à notre propre survie. Sans des personnes comme elle, moi et d'autres membres de ma génération, on ne serait pas là. Donc je pense que le geste transcende les générations et je crois que la reconnaissance doit aussi transcendre les générations. C'est pourquoi je crois c'est important de préserver sa mémoire pour nous les enfants et pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Merci. Merci Léa. Avec cette parole du bureau, nous disons au revoir. Et merci. Dans le travail de l'association des prisonniers politiques, on essaie de remémorer, de faire hommage, même si ils nous auraient engueulé pour faire ça. Mais parce que dans la résistance, comme l'a dit Manuel aussi, dans la lutte contre les dictatures et la lutte tout bêtement pour un nouvel ordre, une nouvelle société plus digne, il y a beaucoup de personnes qui sont importantes mais qui n'apparaissent pas, qui sont dans l'obscurité. Et ils vont c'est une d'elles. Et on vous tient au courant pour toutes les autres activités que notre association a. Merci beaucoup. Et à la prochaine.